Bonsoir, c'est Rémino. Ce soir, je vais vous parler de l'Occident, plus exactement de la crise de l'Occident. Alors, la crise de l'Occident, vous en avez sûrement entendu parler pour un certain nombre de personnes, pour ne pas les nommer les identitaires. C'est l'Occident blanc et catholique, et l'Occident est en crise parce qu'il n'est plus suffisamment blanc et catholique. Nous allons voir que c'est très différent. C'est un sujet du fait de cette appropriation dont on ne parle peu. Pourtant, c'est un sujet essentiel pour nous tous, puisque que nous vivions aux États-Unis, en Europe, au Japon, nous sommes héritiers et comptables de la civilisation occidentale. Héritiers et comptables, héritiers parce que le niveau de vie dont nous avons hérité dans ces pays est lié au progrès qu'a accompli l'Occident. Comptables parce que nos systèmes politiques ont été façonnés, parce qu'un certain nombre de pays ont subi l'influence de l'Occident, et parce que cette histoire commune qui nous rapproche, qui nous oppose, que nous avons tout simplement, que nos ancêtres ont tout simplement vécu, cette histoire commune a laissé des traces. On ne va pas remonter à Jules César qui a vendu 1 million de Gaulois, mais au concours de la souffrance, on peut largement parler aujourd'hui, ce qui est le sujet à la mode, c'est l'esclavage, la traite triangulaire, par exemple. Donc, on va commencer par revenir sur ce qu'est l'Occident. Pourquoi l'Occident? Pourquoi est-ce qu'il est unique? L'Occident est unique, on s'en rend tous compte. Aucune civilisation dans l'histoire n'a rencontré un tel succès. Aucune civilisation dans l'histoire n'a réussi à occuper la totalité du monde, la totalité de la planète, et en même temps à créer un tel niveau de vie pour ses habitants, à créer un tel nombre d'habitants aussi. L'Occident fait aujourd'hui plus d'habitants que le monde n'en comptait il y a 3 ou 4 siècles. Donc c'est une réussite gigantesque. Et l'explosion démographique de la planète est complètement liée au progrès accompli en Occident. Donc c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. C'est quelque chose qui a eu pour conséquence un certain nombre de déséquilibres avec lesquels nous devons vivre, quand je disais que nous en étions comptables. Mais c'est un phénomène unique dans l'histoire. Et cette unicité dans l'histoire, elle a différentes causes. L'Occident, qu'est-ce que c'est? L'Occident, c'est l'Europe. L'histoire de l'Europe. Après la chute de l'Empire romain, pendant 1000 ans, l'Europe plonge dans la barbarie, on connaît tous l'histoire. Et puis, à partir des années 1400, 1500, l'Occident commence à émerger en tant que puissance conquérante. Il n'est plus sur la défensive face aux Arabes, les Mongols ne représentent plus une menace, et l'Espagne entame sa reconquista, et donc l'Occident s'étend partout comme une immense marée qui va submerger le monde. Mais cette marée, d'où vient-elle? Où est-ce que l'Occident va trouver des forces aussi gigantesques? Alors il va falloir regarder par rapport aux civilisations chinoises, aux civilisations précolombiennes, aux civilisations africaines aussi, aux civilisations arabes, pourquoi l'Occident est aussi différent. La première chose, c'est la spécificité géographique de l'Europe. Si vous comparez l'Occident avec l'Asie, vous avez des territoires, l'Europe et l'Asie, vous avez des territoires à peu près équivalents. Mais en Asie, on va développer la culture du blé, qui est une civilisation du riz, une civilisation de haute densité, une culture de haute densité, qui réclame beaucoup de gens avec une forte densité au kilomètre carré, mais qui sont pauvres. Il n'y a pas beaucoup d'excédents. Et si vous n'avez pas cette masse critique de personnes, il n'y a pas de culture de riz, tous les réseaux d'irrigation s'effondrent, et comme les réseaux d'irrigation s'effondrent, eh bien on repart à zéro. En Europe, c'est pas pareil, c'est une culture du blé. Et le blé a une spécificité, il n'a pas besoin d'être irrigué. Il supporte bien l'irrigation, si vous irriguez, vous aurez un meilleur rendement, mais vous pouvez vivre en plantant votre blé en haut d'une colline, et vous en tirez quand même de quoi subsister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Europe, les groupes dissidents peuvent toujours décider d'aller frécher plus loin, d'aller planter un champ de blé plus loin, et vous avez une facilité pour s'installer. Donc une facilité de colonisation que vous n'aurez pas en Asie. C'est pour ça que la Chine, au-delà de la zone des grands fleuves, le fleuve bleu, le fleuve jaune, la Chine ne va pas plus loin. Les civilisations du riz sont des civilisations côtières, des civilisations des fleuves, mais la Chine marquera le pas, et la construction de la Grande Muraille de Chine officialisera cette frontière entre les territoires cultivés et les territoires de la steppe abandonnés aux Mongols. L'Occident n'a pas ce problème-là. Lui peut aller à peu près où il veut.
Et l'Europe va petit à petit s'étendre jusqu'en Russie, jusqu'à l'Oural, jusqu'à ses frontières géographiques naturelles. L'Oural, le golfe Persique, le détroit de Dardanelles, la Méditerranée et Atlantique. La deuxième spécificité par rapport à un territoire comme l'Afrique, où vous avez pareil des cultures de mil, de sorgho, qui ne réclament pareil pas d'irrigation. La spécificité est que l'Europe est un petit continent. L'Afrique est gigantesque, séparée par des déserts. Pas uniquement des déserts de sable, mais des zones incultes dans lesquelles, ce qui fait que les bassins de population sont éloignés les uns des autres. Il n'y a pas de concurrence. En Europe, au contraire, l'Europe étant un territoire petit, il est facile d'aller d'un bout à l'autre de l'Europe. On peut le faire en quelques mois de voyage. Les armées se déplacent. Napoléon, par exemple, partira de Boulogne et finira à Eylau, de l'autre côté de la Pologne. Il est en quelques jours à Ulm, en quelques semaines à Austerlitz. Il a traversé l'Europe avec une armée en quelques jours, et ses troupes étaient à pied. Les Romains l'ont fait couramment aussi. Vous ne pouvez pas faire la même chose en Afrique. En Afrique, il faut des mois de marche pour arriver d'un territoire à l'autre. Relier les territoires, explorer l'Afrique, même lorsque l'Occident au XIXe siècle aura atteint le summum de la colonisation, sont des expéditions, des aventures. Lorsque les Français et les Anglais se retrouvent à Fashoda, sont des colonnes isolées à des milliers de kilomètres de leur capitale, qui sans moyens de communication faciles. En Occident, au contraire, en Europe, la communication est aisée. On part rapidement d'un endroit à l'autre. Charles Quint, qui était roi d'Espagne, empereur du Saint-Empire romain germanique, pouvait traverser ces territoires et aller régulièrement de ville en ville. Et il a parcouru toute l'Europe durant sa vie, non-stop. C'est la seconde spécificité de l'Occident, cette proximité des entités politiques. Et cette proximité est extrêmement importante parce qu'elle déclenche une concurrence entre les entités politiques. Les États occidentaux ont passé des siècles à se faire la guerre. Ça a résulté dans une course technologique. Ça a résulté dans une progression de l'art militaire qu'on ne voit nulle part ailleurs. Les Chinois avaient la même base technologique, auraient pu faire les mêmes choses. Mais, du fait d'une civilisation du riz, il n'y avait pas d'entité politique concurrente. La densité de population, la Chine est quasiment systématiquement unifiée. Il y a eu l'époque des royaumes combattants. Mais la Chine ne trouve pas son équilibre dans des entités politiques concurrentes. Elle ne trouve son équilibre que dans une entité centralisée. C'est pour ça que l'Empire de Chine est une construction stable. Alors que l'Empire romain, l'Empire grec d'Athènes, toutes les entités politiques en Occident sont toujours menacées de mort, d'agonie. Ce sont des civilisations, on peut dire, mortelles. Elles sont naturellement mortelles parce que la concurrence est extrêmement élevée entre elles. Il y a toujours un voisin prêt à vous sauter dessus. Il y a toujours une entité qui peut faire quelques progrès et vous retomber. L'Europe n'est stable que par l'équilibre des puissances. C'est un territoire où il y a sans cesse des alliances, où les armées sont projetées en peu de jours, en peu de moyens. Et cette concurrence est un facteur essentiel parce qu'elle déclenche la concurrence technologique. Elle pousse les États à se surpasser. Elle pousse aussi les États à un certain libéralisme. Les États ne peuvent pas oppresser leur population au-delà d'un certain point. S'ils le font, les gens partent. Et il est facile de partir. Lorsque Louis XIV maltraite les Huguenots, que se passe-t-il? Les Huguenots s'en vont. En Angleterre, lorsqu'on maltraite les catholiques, que se passe-t-il? Les catholiques s'en vont et s'installent à Nantes, par exemple. Et d'où ils monteront justement les compagnies de commerce transatlantique. L'Espagne, le Portugal, par exemple, qui lancent la conquête du monde par l'Occident, pourquoi ces deux entités se retrouvent-elles à se lancer la conquête du monde? Pourquoi est-ce qu'elles vont construire des caravelles? Parce qu'elles se partagent la même péninsule et qu'elles sont limitées par frontières géographiques. Et la seule zone où elles peuvent s'étendre, c'est le commerce. Pour atteindre une certaine suprématie, il faut aller à la conquête des mers. C'est pas qu'ils en ont envie, c'est qu'ils n'ont pas le choix. La Chine construit une grande flotte. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'une génération, l'empereur suivant fait brûler la flotte. Et la Chine se referme sur elle-même. La Chine n'a pas cette pression à aller outre-mer. Elle peut le faire, c'est un confort. C'est un confort dont elle peut se passer. Les États occidentaux
eux, n'ont pas le choix. Les États occidentaux de la façade atlantique sont obligés d'aller sur mer, ils sont obligés de s'étendre. Et ils doivent avancer. Donc l'Occident est unique grâce à cette combinaison de facteurs. La civilisation doublée, un territoire réduit qui pousse les États à la concurrence, et cette concurrence systématique, ce libéralisme, qui ne peuvent se développer qu'en Occident et qui font que l'Occident est une anomalie dans les civilisations. Un peu comme la première cellule qui apparaît au fond des océans. Un peu comme le premier organisme qui se compose de cellules différenciées. À partir de là, une nouvelle chaîne évolutive s'ouvre. Alors, cela dit, vous voyez que lorsqu'on parle d'une nouvelle chaîne évolutive, ce n'est pas parce que nous, occidentaux, sommes meilleurs que les autres. C'est parce que nous avons eu un hasard. Un hasard qui nous a poussés dans une certaine direction. Et c'est important à conserver en idée. L'Occident, ce n'est pas parce que les Occidentaux sont meilleurs, ce n'est pas parce que la religion catholique ou parce que tel ou tel facteur intrinsèque lié à nous, occidentaux, est meilleur. C'est juste parce que nous avons été forcés par une pression plus forte de nous développer. Et ce développement a effectivement créé une différence de puissance qui a fait que l'Occident a occupé le monde. Cette différence de puissance, qui est la source du succès, qui est la conséquence du succès occidental, a amené l'Occident aujourd'hui à une situation où il a atteint ses limites, une forme de limite. Alors l'Occident a atteint ses limites de plusieurs manières. La première, la plus évidente, c'est la limite géographique. Le monde entier a été exploré par les explorateurs. On connaît tout. Des steppes de Sibérie, l'Antarctique, l'Arctique, on connaît tout. On a été partout, au pôle nord, au pôle sud, sur les plus hautes montagnes, partout il y a eu des explorateurs. Partout on a découvert. Il ne reste plus de territoire à découvrir sur Terre aujourd'hui, à moins que vous n'alliez au fond de la fosse des Mariannes. Et même là, on a envoyé des sous-marins. Donc c'est la première limite, mais ce n'est pas la seule limite. Qu'est-ce qui a fait que les États occidentaux se sont plus développés? Eh bien, ce libéralisme a permis une meilleure mobilisation des facteurs. Comme les gens gardaient une meilleure part de leurs résultats, de ce qu'ils produisaient, de leur richesse, ils ont été amenés à s'investir davantage. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Le cerf occidental, le fellaga égyptien ou le paysan pauvre de Chine, de toute façon, trimaient toute leur vie pour rien. Mais au sein des élites, il y avait une incitation plus forte. Et notamment la bourgeoisie occidentale est un facteur important qui va s'investir beaucoup plus dans ses affaires, travailler beaucoup plus durement, développer cette mystique du travail. L'Occident va mobiliser sa force de travail, beaucoup plus qu'aucune civilisation ne l'a fait avant lui. Et de cette force de travail mobilisée, il va créer plus d'excédents. Et cet excédent, grâce à la technologie, va pouvoir s'investir dans quelque chose qu'on appelle le capital. Le capital, c'est quoi? C'est des machines, c'est des routes, c'est des canaux, c'est des investissements de long terme qui créent un revenu supplémentaire, sans que vous ayez rien à faire. Une fois qu'il est là, et il vous permet d'être plus efficace. Alors là-dessus, oui, nous avons une efficacité supérieure à celle des autres pays. Non pas parce que nous sommes meilleurs, encore une fois, mais parce que nous avons une meilleure base de capital. Nous bénéficions de 5 ou 6 siècles d'accumulation capitalistique qui a cru exponentiellement durant l'époque de la révolution industrielle et, on va dire, durant la première moitié du XXe siècle. Nous reviendrons plus tard sur la deuxième moitié du XXe siècle. Cette richesse a fait que l'Occident a été le facteur croissant, que l'occidental moyen avait un meilleur niveau de vie et que l'occidental moyen avait aussi une meilleure productivité. C'est une réalité, cette réalité est inévitable. On en est arrivé à un stade où aujourd'hui, ce modèle qui s'est répandu dans le monde entier, on est arrivé à un stade où le problème, ce qui étaient les facteurs traditionnels de limitation, alors les hommes ou le capital, n'en sont plus, et où aujourd'hui, ce qui limite la croissance, quelque part, c'est les ressources naturelles notamment. Les métaux, les
premières. Alors attention, il faut quand même modérer. On a beaucoup plus de ressources qu'auparavant, mais justement, cette pression sur les matières premières, vous la voyez parce que justement l'Occident développe sans cesse de nouveaux matériaux, sans cesse de nouvelles solutions technologiques pour créer des matières. L'une des plus belles réussites, c'est l'aluminium. D'une terre inutile sur laquelle on ne pouvait rien cultiver, qui est la bauxite, on a fait un matériau qui est extrêmement utile aujourd'hui, qui est dans toutes les maisons, dans toutes les voitures, dans tous les véhicules, et quasiment à point de toute autre technologie, qui est l'aluminium, et qui remplace l'acier. Vous vous rendez compte, avant il y a eu une civilisation du bronze, il y a une civilisation du fer, et aujourd'hui personne n'ose parler de la civilisation de l'aluminium, et pourtant nous sommes dans une civilisation de l'aluminium et du plastique. Mais vous voyez, on est déjà dans une civilisation qui a développé deux nouveaux produits, deux nouvelles matières, et qui en développe encore. On est en train de développer les nanites, on est en train de développer sans cesse de nouveaux composants, de nouveaux produits. Mais là, l'Occident atteint une limite entre la croissance que lui permettraient ces hommes, la productivité des hommes, la productivité du capital, et en même temps, en face, les ressources qui